Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, évidemment, avec moi en plateau, des jeunes leaders politiques ivoiriens avec qui je passerai en revue l'actualité entre l'élection à la quasi-unanimité du nouveau président de l'Assemblée nationale, les observations de certaines formations politiques sur l'actualité sociopolitique du pays et la vie dans leurs états-majors respectifs. L'œil des jeunes leaders politiques ivoiriens avec Ferdinand Lia, il est le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le FPI. Ibrahim Dubois-Touré, il est le président national des jeunes du COJEP. Baudouin Yapo, qui est député suppléant du RHDP. Charles Niaoré, secrétaire national chargé de la jeunesse du RHDP. Madame Johanna Ndiakra, elle est secrétaire générale adjointe de la JPDCI urbaine. Et enfin, docteur Kevin Boumi, membre du bureau politique de l'UDPCI. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quelques mois, vous le savez, messieurs, madame, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire auront lieu dans un contexte où le paysage politique ivoirien est en parfaite mutation. Les partis politiques affûtent leurs armes à cet effet sur le terrain. L'actualité politique est plutôt calme. L'opposition se réorganise. Est-elle en secret? Est-elle plutôt en panne de stratégie? Le constat d'une accalmie politique dans cette chronique de Pierre Dipomelin, et on en parle juste après. L'actualité politique ivoirienne connaît une accalmie. Chaque parti politique s'organise et se réorganise. On parle de restructuration au RHDP et au PDCI, d'orientation au FPI et d'implantation au PPACI. En perspective, les échéances électorales de 2023 avec les élections locales. Dans l'intervalle, pour l'opposition, il faut continuer à occuper de façon active l'espace politique pour ne pas laisser le RHDP, parti au pouvoir, faire la pluie et le beau temps. D'où quelques sorties dont la dernière en date est celle de la nouvelle tribune du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire qui s'est prononcée sur la cherté de la vie, la grande saisie de drogue et la non-application des conclusions du dialogue politique. Avant le PPACI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire avait fait ce même exercice, invitant le gouvernement à réduire son train de vie en réponse à la cherté de la vie. En dehors de ces sorties, plus rien. Mieux, on assiste à une convergence de vues, ou plutôt un consensus, en tout cas pour ce qui concerne l'élection du président de l'Assemblée nationale. L'UDPCI, le PPACI, le FPI et le PDCI RDA ont tous appelé à voter pour Adama Bictogo, candidat du RHDP, parti au pouvoir. Charles Blégoudet, qui vit cette situation de loin, est plutôt préoccupé par un mal qu'il ne supporte plus. Après avoir reçu son passeport, il a hâte de prendre toute sa place dans le jeu politique auprès de son père et de son oncle. Comment cette grisaille de l'animation politique est-elle vue et vécue par les jeunes leaders politiques ivoiriens, eux, qui ne sont pas forcément en première ligne, mais qui ambitionnent de jouer les premiers rôles dans un futur proche? Messieurs, premier sujet qui sera soumis à votre analyse, l'élection à la quasi-unanimité du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous le savez, la classe politique ivoirienne ne nous avait pas habitués à autant d'harmonie, de convergence de points de vue. Comment vous l'expliquez? Je vais commencer par ceux qui sont issus des partis de l'opposition. Allez-y. Ok, très bien. Docteur Kevin Boumi. Docteur Kevin Boumi, effectivement. Nous sommes très satisfaits à l'UDPCI d'être associés à ces genres de débats. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Nous sommes associés au débat aujourd'hui et c'est une très bonne chose, même si nous avons été informés sur le tard. Ceci étant, sur le processus électoral dans notre hémicycle à l'Assemblée nationale, la position de l'UDPCI n'a souffert d'aucune ambiguïté depuis le début. Et avec son leader éclairé, visionnaire, le docteur Abdallah Albert Mabry-Touakeus, nous avons vu que l'opposition n'avait pas de candidat et que l'opposition était minoritaire à l'Assemblée nationale. L'opposition a choisi de ne pas avoir de candidat ou l'opposition n'avait pas de candidat? L'opposition a choisi de ne pas avoir de candidat. Et le leader, le docteur Abdallah Albert Mabry-Touakeus, a été très ferme sur sa position de soutenir le ministre Bictogo pour le perchoir de l'hémicycle. Et nous avons véritablement mené une campagne dans ce sens. Et il a été suivi par des autres leaders politiques.
Et c'est vrai que quelques voix inaudibles, des abonnés éternels au dénigrement, pensaient que l'UDPCI faisait la courbette. Il n'y en était rien. La preuve, tout ce qu'il a dit a été suivi aujourd'hui et Adama Bitogo a été élu au perchoir de l'hémicycle de Côte d'Ivoire. D'accord. Madame Johanna Ndiakra, beaucoup de militants politiques, notamment dans les partis d'opposition, ne comprenaient pas ces stratégies des leaders de l'opposition. Est-ce que vous l'avez comprise, vous, qui a consisté justement à militer en faveur de l'élection de l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo? Je vous remercie déjà de l'opportunité que vous offrez à la jeunesse de nous exprimer sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui aussi, 19 juin, je profite de l'occasion de la fête des pères pour souhaiter déjà une très bonne fête des pères à son Excellence président Henri Konan Bédié, qui est le doyen d'âge de la classe politique ivoirienne, à son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire et à tous les pères de Côte d'Ivoire qui nous suivent et à vous tous sur le plateau. Voilà, je pensais que vous nous auriez oubliés. Non. Heureusement. Alors, on retourne dans le sujet. S'agissant de la question que vous avez posée, je voulais dire déjà qu'il y a 3 arguments qu'on pourrait soulever. Lesquels? Le premier, c'était celui qu'a soulevé le président Henri Konan Bédié. Nous sommes des Africains, nous avons des traditions. Et cette élection se situe dans un cadre où nous venons de perdre le président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Amadou Soumaoro. Donc le président n'avait pas souhaité qu'il y ait une guerre de succession. Deuxièmement, nous nous situons dans un cadre aussi de reprise du dialogue politique et nous voulions aller vers le sens d'une réconciliation. Et troisièmement, je dirais qu'il faut avoir de la mémoire aussi en politique. Ce type de consensus n'est pas nouveau. Je vais vous citer 3 dates. En 1990, le président Laurent Gbagbo, alors, avait 9 députés, il me semble, au sein de l'hémicycle. Il a soutenu son aîné de l'époque, qui était le président Henri Konan Bédié. Donc le président Henri Konan Bédié a lui aussi, à l'époque, bénéficié du soutien de l'opposition. En 1995, dont M. Donvaï est venu à la tête du perchoir. Il est malheureusement décédé et a été remplacé en 1997 dans les mêmes conditions par M. Émile Brou. En 2000, alors que le PDC-RDA avait la majorité avait l'occasion de prendre le perchoir, il s'est retiré et il a laissé le professeur Mamadou Koulibaly être seul candidat à l'Assemblée nationale. Donc je pense que la classe politique ivoirienne sait faire consensus quand il est dans l'intérêt supérieur de la nation et des Ivoiriens. Très bien. Monsieur Ibrahim Dubois-Touré, réaction? Je pense que... Vous partagez l'avis de vos prédécesseurs ou vous avez un avis divergent? Bon, vous savez que le COJEP n'est pas encore à l'Assemblée nationale. On est bien d'accord. Nous avons assisté, nous avons observé dans ces derniers temps l'évolution de la situation sociopolitique. Nous avons vu l'honorable Adama Bitogo faire le tour de certaines chapelles politiques pour solliciter le suffrage. Et ça a donné pour résultat ce à quoi nous avons observé. Nous disons que si c'est dans un élan de paix, si c'est dans un élan de cohésion sociale, de solidarité, nous encourageons. Mais en revanche, nous disons que chaque parti est libre, selon ses objectifs, selon ses ambitions, de donner sa position dans un contexte donné. Mais ce que nous décrions, c'est que lorsqu'il s'agit du COJEP, les gens sont en branle, alors que nous sommes aussi libres de nos positions. Quand les autres prennent leurs positions... Quand vous dites les gens sont en branle, vous faites allusion à qui, à quoi? À ce que nous observons, nous observons la tête comme nous. Voilà, lorsque... on va en parler tout à l'heure. Voilà, sinon, nous ne sommes pas maîtres de la conscience des autres et nous de donner des leçons. Nous estimons que si ça peut concourir à la paix en Côte d'Ivoire, renforcer la paix et la cohésion, nous ne pouvons que saluer cela. Parce que nous n'avons pas participé au débat, nous ne sommes pas ceux qui a meublé les discussions pour arriver là. Mais nous saluons l'élan de paix et de solidarité. Très bien. Lia Ferdinand? Je suis sûr qu'on m'attend sur cette question parce que... Ah bon? Vous faites une révélation, dites-nous. Qui et pourquoi on vous attend? Alors je me dis forcément parce que quand on a vu sinon j'allais dire la reddition du PDCI et du PPACI qui, il n'y a pas longtemps, était dit, sinon c'était autoproclamé locomotive de l'opposition ivoirienne, venir faire confiance au chef de l'État, alors que quand même le PDCI et le PPACI ou l'EDS, et ajouté à l'UDPCI, ont quand même une centaine de députés à l'Assemblée nationale qui pouvaient, et qui plus est, j'allais dire,
un candidat issu des rangs du PDCI, même s'il n'a pas eu la caution de son parti, ce qui nous a paru quand même étrange. Mais il y a eu un candidat en face de Adama Bictogo. Et ces deux partis ont presque fait la reddition, ont accepté de soutenir. Jusque-là, vous ne parlez que des autres, vous ne parlez pas de votre parti. Non, je viens parce que. Non, le président du Front populaire ivoirien n'a pas fait de déclaration. Ce qui est, c'est ce qu'on a vu. C'est la déclaration. Le vote, il n'était pas à main levée, il était un vote secret. Donc, on n'avait pas besoin forcément de déclaration. Et c'est là que je salue... Quelle a été votre position? Et notre position, je n'ai pas voté. Le président du Front populaire ivoirien, peut-être que vous allez le recevoir sur le plateau, il va vous donner sa position. Je n'étais pas là-bas. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Et c'est là que je salue, moi, le leadership du nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, son honorable Adama Bictogo, qui a joué des mains et des pieds, qui est allé au front lui-même, qui a pu avoir autour de lui toute la classe des députés ivoiriens. Et cela est à saluer. Cela est à saluer. Et ça m'amène à dire qu'en vérité, on pouvait ne pas perdre le temps quand des questions nécessaires et d'utilité nationale se mettent sur la table. Nos camarades qui ont donné caution au président ont dit que c'était pour la réconciliation nationale. C'était pour donner une suite au dialogue politique qui avait commencé et que le président de la République devait faire encore un peu plus d'efforts pour que l'on aboutisse à des solutions plus louables et avantageuses pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est là aussi que je salue le leadership de mon président, du président du Front populaire ivoirien, qui déjà en 2011 avait appelé à ce genre de dialogue. En 2013, il en a fait. En 2014, et on connaît la suite, il a été traîné partout. Mais aujourd'hui, la fin de cette élection du président de l'Assemblée nationale donne bien raison au leadership du président Pascal Affi-N'Guessan. Et je crois que chacun des leaders politiques de chaque chapelle politique doit aller à son école, être visionnaire et mettre au centre de nos idées et de notre combat la Côte d'Ivoire. Charles Niaouré, on a envie de dire le plus grand vainqueur dans cette affaire, c'est le RHDP. Je ne voudrais pas qu'on regarde la chose de cette façon. Je voudrais plutôt qu'on comprenne qu'ici, il y a des moments où les Ivoiriens peuvent se retrouver et parler d'une même voix. C'est simplement pour nous d'encourager pareille chose et dire que nous devons, à la phase des décisions, savoir mettre l'intérêt de notre pays au-dessus donc de nos égaux. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est simplement le sens de ce que la Côte d'Ivoire est désormais tournée vers l'union, vers la cohésion, pour des défis plus grands dans le cadre de son développement, mais aussi dans le cadre de la force, de la solidité de ces institutions. Et c'est pour cela que nous voudrons ici saluer tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, mais aussi dire qu'à côté de nos formations politiques, il faut peut-être aussi voir le leadership du candidat du RHDP, le président Adama Bictogo, qui a su mettre la manière et qui a abouti à ce consensus. Merci donc à tous ces Ivoiriens, à tous ces parlementaires qui ont compris qu'il y a des moments où nous pouvons nous asseoir et choisir dans le cadre de l'avancée de notre pays. Audrey Yapo ? Oui, je m'accorde avec mon aîné Charles. C'est une position politique dont, c'est vrai, notre parti a été le bénéficiaire, mais il faut dire que l'honorable Adama Bictogo, élu président de l'Assemblée nationale donc de Côte d'Ivoire, c'est l'expression du mérite politique. Ce mérite politique est fondé d'abord sur sa légitimité et sur sa personnalité. Légitimité parce que l'honorable Adama Bictogo est député de l'Assemblée nationale depuis 2011 et il est donc offert en la matière, il connaît le métier de parlementaire et cette donc, ancienneté marque donc, sa légitimité. Mais encore par le choix de la majorité parlementaire RHDP endossée par le président Alassane Ouattara.
Donc, il est légitime, mais aussi il a une personnalité. L'homme, quand il fait face à des défis, il fait face à des responsabilités, il les assume avec dévotion. Et voilà que quand il y a eu l'indisponibilité de feu Amadou Soumaoro au niveau de l'Assemblée nationale, il a assuré l'intérim et toutes les voix convergent et disent que le président Adama Bitogo est un grand rassembleur. Il est donc un adepte du consensus, du rassemblement. Et donc l'opposition ne pouvait en faire autrement. Et nous saluons donc la posture de l'opposition. Mais nous sommes donc un parti majoritaire qui a apporté donc un candidat et qui a gagné. Vous abordez là une question essentielle. Est-ce que les leaders de l'opposition politique en Côte d'Ivoire n'ont pas plutôt fait preuve de lucidité et de réalisme en se disant de toutes les façons, même si on y va, le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale, donc le candidat du RHDP va naturellement l'emporter. Ce n'est pas cela? Le geste, c'est le geste qu'il faut regarder, le geste était fort. Le président de l'UDPCI, le docteur Abdallah Albert Mabouy Touakeus, a montré là qu'il est possible d'obtenir consensus. Même si nous sommes en période de divergence politique, il est possible de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'était pas une faiblesse. L'opposition pouvait bien présenter un candidat, même si elle n'est pas majoritaire à la chambre basse de notre Parlement. L'opposition pouvait bien le faire. Mais elle a décidé, sous les auspices du docteur Albert Touakeus Mabouy, qui n'a pas enrobé le verbe. Il a été très clair. Il a dit que pour l'intérêt supérieur de la nation, pour donner une chance à la réconciliation, pour l'application effective et efficiente des recommandations issues du dialogue politique, essayons de transcender nos différences, essayons de laisser le ministre Adam Bitogo prendre le perchoir de notre hémicycle. Je crois qu'en le faisant, l'opposition fait sa part dans la marche de la Côte d'Ivoire vers la réconciliation. Très bien. Vous voulez réagir là-dessus? Ou pas du tout? Alors, si vous ne réagissez pas, j'ai envie de vous dire que les Ivoiriens ont l'impression de vivre un moment de rêve, parce que la classe politique les a habitués à des moments de tension. On se souvient de ce qui s'est passé en 2020, on ne va pas remonter jusqu'à 2010. En 2020, il y a eu une élection présidentielle émaillée de beaucoup de violence. Il y a eu des législatives qui ont suivi également avec des violences par endroits. Là, il y a eu une sorte d'accalmie, il y a eu une adhésion totale autour de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. On a des municipales et des locales qui arrivent à grands pas, l'année prochaine notamment. Est-ce que, finalement, cette période d'accalmie dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, qui est à l'actif des acteurs politiques, on pourra l'avoir sur la continuité ou encore les années à venir, vous allez nous replonger dans les tensions qu'on a toujours connues? Oui, Charles Niaoré? L'intérêt et le souhait de tout Ivoirien devait être donc d'encourager cette accalmie. Vous l'avez dit tantôt, nous avons connu des crises qui ont endeuillé des familles et pour nous, ce n'est pas normal. Pour nous, il faut changer les choses en politique. C'est bon qu'il y ait une opposition, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui le RHDP au pouvoir, mais comme nous l'avons dit tantôt, il faut mettre en avant l'intérêt de cette nation. Et puis, je dirais simplement qu'avec toutes les actions de développement réalisées par le président Alassane Ouattara, bien sûr, avec le concours de tous les Ivoiriens, parce que ceux qui sont dans notre administration ne sont pas tous du RHDP, tous ceux qui sont dans le secteur privé ne sont pas forcément des militants du RHDP, mais chacun de nous aspire à une Côte d'Ivoire plus belle, à une Côte d'Ivoire plus stable, de sorte à ce que tous ceux qui aujourd'hui aspirent à avoir un premier emploi puissent l'obtenir, tous ceux qui aspirent à une bonne formation puissent l'obtenir sur place. Et c'est pour cela que nous voulons inviter nos aînés, inviter nos doyens, présidents de partis politiques, à continuer ce que nous avons vu à l'Assemblée nationale, de sorte à ce que les moments d'élection soient des rencontres festives, soit le moment de déballer chacun pour son parti, son programme, de sorte à ce que l'électeur puisse faire le choix dans le calme et dans la sérénité. D'accord, oui, Lia? Oui, les propos de Charles Niaoré m'amènent à penser qu'il faut tout de même garantir la paix à la postérité, mais en même temps, aujourd'hui, il faut mettre les fondamentaux. Il faut
et savoir écrire, sinon réécrire nos tests, parce que en vérité, en Côte d'Ivoire particulièrement, ce qui crée toujours problème, ce sont les tests, leur lecture et leur interprétation. Leur lecture et leur interprétation. On ne va pas ressasser le passé, mais 2020 nous a dit que le président Alassane Ouattara partait pour un 3e mandat. Pour nous, 3e mandat, pour eux, 1er mandat d'une 3e République. Qui a raison, qui a tort, c'est dans ce melpote-là que nous sommes retrouvés et nous avons endeuillé la Côte d'Ivoire. Nous en portons la responsabilité et nous ne voulons pas être pour la postérité encore des acteurs de violence, en tout cas en ce qui concerne le Front populaire ivoirien et la démarche du président Pascal Affi-N'Guessan, je l'ai dit. Je rappelle que depuis 2013 qu'il est sorti de prison, il n'a fait que parler de paix, il n'a fait que parler de réconciliation. Il a même interpellé le gouvernement pour qu'on parle des états généraux de la République pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on résout et comment on attaque l'avenir. Si nous sommes d'accord sur le minimum et que ce minimum représente la Côte d'Ivoire, je pense que chacun de nous devra faire l'effort pour garantir la paix. S'il y a un acteur politique aujourd'hui qui ne peut s'empêcher de parler de paix et de réconciliation, c'est bien sûr Charles Blé Goudet, dont on va parler dans un instant. Il me semble que Mme Johanna Kra veut dire quelque chose rapidement. Je voulais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Allez-y. Je voulais dire que l'opposition a fait un pas vers le parti au pouvoir. Et maintenant, nous attendons aussi que le parti au pouvoir... Vous attendez quoi, par exemple, du parti au pouvoir? C'est-à-dire que nous attendons la mise en place d'une structure plus cohérente, plus transparente pour les élections. Vous faites allusion à la CEI. Voilà, CEI plus équilibrée, un conseil constitutionnel plus neutre, la libération de tous les prisonniers politiques. C'est ce type de cadre-là qui permettront d'aller vers des élections apaisées et vers une vraie paix, une paix durable en Côte d'Ivoire. Baudouin Yapo, réaction? Oui, nous étions ensemble aux élections législatives de 2021 avec une CEI consensuellement donc établie, avec un cadre donc électoral avec des représentations multiples. Bien sûr, avec le PDCDA, c'est bien mais la avec raison pour laquelle le président de la République est représenté. Alors, vous n'allez pas parler ensemble. Alors, Baudouin, vous avez la parole. Ensuite, je donne la parole à Mme Kra. Donc, avec une CEI consensuellement établie, elle est en train de parler donc du président de la République représenté, mais avant, il y avait donc le représentant du président de l'Assemblée nationale qui n'est plus donc possible aujourd'hui. Donc il y a eu une évolution. Il y a une CEI qui donc a travaillé, a fait donc des élections législatives en 2021 auxquelles donc le PDCDA a participé et donc le RADP a démontré sa force politique. Mais je pense qu'on peut continuer de travailler, mais dire que le parti au pouvoir donc n'a pas une position favorable donc à des conditions électorales donc apaisées, c'est pas vrai. Des conditions électorales consensuelles, c'est pas vrai. Il y a le travail toujours le travail a été fait et nous continuons donc dans ce sens. Voilà. Alors, j'aimerais signaler à tous nos internautes qui sont nombreux à nous écrire pour réclamer un représentant du PPACI sur ce plateau. Je tiens à les informer qu'effectivement, le parti a été invité et malheureusement, à la dernière minute, a décliné l'invitation. Je veux parler évidemment du responsable en charge des médias audiovisuels du parti. Sinon, en tout cas, NCI a tenté d'avoir un représentant de ce parti pour ce débat. Madame Kra, vous voulez réagir à Baudouin Yapo tout à l'heure? Donc c'était mis de façon consensuelle, mais il y a une surreprésentation du parti au pouvoir. Le président de la République est représenté, le président de l'Assemblée nationale, le gouvernement. Il faudrait une CEI plus équilibrée, c'est ce que nous réclamons. Il me semble que c'est des questions qui ont été au cœur du dialogue politique. Tout à fait. Et nous attendons les applications maintenant concrètes dans la vie politique ivoirienne. D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure de Charles Blé Goudet, qui a reçu son passeport il y a quelques semaines maintenant, qui nous a accordé une interview, qui ne peut faire une phrase sans parler de réconciliation. Mais il me semble, vous l'avez dévoilé d'une certaine manière dans votre première prise de parole, que cela n'est pas vu du bon œil partout, notamment au sein de la famille de la gauche ivoirienne. Ibrahim Dubois. Oui, alors, je suis très heureux d'aborder ce sujet sur votre plateau et je voudrais vous remercier pour l'interview que vous avez accordée à notre leader Charles Blé Goudet, qui a été suivi par toute la Côte d'Ivoire. Comme quoi, nous aussi, nous pouvons réaliser des grandes interviews. Et je voulais particulièrement saluer M. Ali Derasouba, très bon journaliste. Et merci pour l'interview que vous avez accordée. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, avant d'arriver là, je voudrais dire quelque chose. Tout à l'heure, Mme Joanne a dit qu'il y a eu 3 périodes en Côte d'Ivoire où il y a eu des consensus. Donc, je vais dire que les consensus ne datent pas de maintenant. Voilà, les Ivoiriens savent se retrouver face à certaines circonstances pour avoir des consensus et penser à l'intérêt supérieur de la nation. Quand on le fait en toute responsabilité. Et nous pensons que ce qui a été fait en toute responsabilité. Ça doit pouvoir permettre
dans la suite du temps, d'avoir encore d'autres consensus pour qu'on ne retombe plus dans les crises dans lesquelles nous sommes tombés hier. Et c'est notre souhait. Parce que nous pensons qu'il faut définitivement tourner la page de tous ces conflits que nous avons eus pour passer à une autre phase de la réconciliation et de la paix. Parce que nous avons beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Cela dit, je viens sur la question du ministre Charles Blé Goudé. Alors, le ministre Charles Blé Goudé a obtenu son passeport et nous sommes très heureux. Vous savez, quand une femme est enceinte, et une femme met du temps du moins à tomber enceinte, le jour où elle tombe enceinte, tout le monde est heureux. Donc pour nous, c'est une grande joie. Au COJEP, finalement, tout le monde... Des proverbes. On peut faire une phrase sans proposer un proverbe. Ah, mais nous avons un leader qui nous instruit à cela, et nous sommes des Africains, donc on puise dans nos tiroirs pour sortir en fait, la sagesse africaine. Où voulez-vous en venir? Dites-nous. En fait, je vais dire que c'est une grande joie pour le COJEP et de constater que notre leader a reçu son passeport et nous sommes très heureux. Mais ce qui nous chagrine un peu, c'est qu'on essaie de faire croire que parce que M. Charles Blé Goudé, le leader du COJEP, a reçu son passeport, il aurait encore dealé. Je voudrais dire sur ce plateau que Charles Blé Goudé a attendu pendant des années son passeport. Il a été à un procès à la CPI. Sa position n'a pas varié. À la CPI, il a affiché sa position. Il ne peut pas sortir de la CPI et puis venir dealer pour un passeport. Bon, il a répondu à cette question. Voilà. Donc il faut qu'on quitte dans ce genre de débat. Voilà. Nous estimons que... Comment vous expliquez cette levée de bouclier contre lui? En fait, Charles Blé Goudé est un grand homme politique. Quand vous êtes un grand homme politique, chaque pas que vous posez est commenté par tout le monde. Voyez-vous, on reproche à Charles Blé Goudé d'avoir dit que le président Alassane Ouattara est son oncle parce que le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo s'appellent des frères. Mais cette expression que plusieurs personnes, certaines personnes ont mal pris, mais cette expression aujourd'hui a pris toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'essence des grands leaders. Une simple expression, mais ça a participé à déclipser l'actualité, si vous voulez, et la situation du moins. Aujourd'hui, dans tous les bureaux où vous arrivez, dans les villages, tout le monde prend ça pour rire et ça participe à la cohésion et à la réconciliation. Et donc, vous voyez qu'avec une seule phrase, une simple expression, Charles Blé Goudé arrive à faire rire les Ivoiriens. Ça veut dire qu'il est déjà dans l'élan de la réconciliation. Et en le faisant, il a un objectif et il n'a pas varié. Il a dit, je viens pour être un instrument, pour participer à ce qui est déjà en train d'être fait, pour participer à la réconciliation. Donc, on devait voir les actes, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il y a une cohérence. Bon, je ne sais pas pourquoi on veut chercher les pouces sur la tête de quelqu'un qui est chauve, alors que ce qu'il fait est tellement juste, est tellement cohérent, et je n'arrive pas à comprendre tout ce que c'est dit contre Charles Blé Goudé. Je prends un exemple. Moi, j'ai été le coordinateur COJEP d'Atekoubé avant d'être président de la jeunesse. Il y avait certains amis RHDP, on était en froid. Mais après cette expression-là, beaucoup m'ont appelé pour dire « cousin, frère ». Oui, on a commencé à rire. Donc je vais dire que déjà, cette expression a déjà bousqué même la réconciliation. Il faut saluer Charles Blé Goudé, c'est un grand leader. Docteur Kevin? Oui, je voulais dire que chez nous, à l'UDPCI, nous sommes très heureux qu'après moult tractations, M. Blé Goudé ait pu obtenir son passeport, effectivement. Les dispositions constitutionnelles sont claires sur le fait. Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Bon, c'est quand même un peu curieux que M. Blé Goudé ait pu mettre jusqu'à 1 an pour obtenir son passeport. Mais l'essentiel, c'est que Blé Goudé, quand il intervient, pendant des interviews, il est dans de bonnes dispositions pour aller à la réconciliation. Et l'UDPCI, qui est un parti de paix, dont la paix est véritablement une religion, se réjouit et se tient disponible à accueillir Blé Goudé certainement dans les semaines à venir en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions bâtir la nation ivoire. D'accord. Monsieur Charles Blé Goudé, on le sait, je le lui ai rappelé dans cette interview qu'il nous a accordée, a été un farouche opposant à l'actuel président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il se pose avec un discours plus modéré, un réconciliateur. Vous, du côté du RHDP, on ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Comment vous réagissez, Baudon Yapo? Oui, nous observons que Charles Blé Goudé a un ton politique plus modéré depuis sa sortie de prison. Nous saluons cela. Ça contribue quand même
à la réconciliation nationale, ben, il faut y croire. Il faut y croire, il faut penser que cela se poursuive et que ce ton politique d'apaisement soit le même quand donc, il sera au pays pour participer à la réconciliation nationale. Donc nous sommes là en tant que parti au pouvoir et nous observons et nous contemplons donc cette procédure politique. Charles Niaoué. Écoutez, M. Ali, nous espérons simplement que les propos de M. Charles Blé Goudé ne sont pas seulement de simples jeux de mots. Nous espérons qu'une fois ici en Côte d'Ivoire, l'homme travaillera à réparer toutes les fautes qu'il a pu commettre. Parce que c'est aussi cela. Chacun de nous a une part de responsabilité dans cette crise que nous avons connue. Et donc, chacun de nous devrait travailler à ce que nous puissions racoler les morceaux. C'est pour cela que nous saluons et nous voulons ici démontrer ce charisme du président Alassane Ouattara. Vous savez, beaucoup d'Ivoiriens n'auraient pas pensé un seul instant que Alassane Ouattara allait tendre la main à des gens hier qui ont été pour lui de farouches opposants. Il a permis donc le retour du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé qui s'apprête à revenir dans son pays. Et nous disons, c'est clair, l'on est mieux que chez soi. Mais nous disons, et toujours dans la dynamique de cette stabilité que connaît notre pays, que chacun, une fois en Côte d'Ivoire, travaillera à ce que nous puissions sauvegarder cette stabilité, nous puissions mener notre divergence politique dans le respect des uns et des autres et surtout de la vie humaine. Nous pensons pour nous que c'est le plus important. Le président Alassane Ouattara nous donne l'exemple de ce dirigeant pour qui un opposant politique n'est pas un ennemi politique, mais c'est quelqu'un avec qui on peut ensemble travailler pour le développement de notre pays. Yachar Dina, rapidement. Ah ouais, c'est une joie pour le Front populaire ivoirien de revoir Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Seulement, c'est la levée des boucliers des hommes de gauche que nous avons du mal à comprendre. Parce que là où les militants du RHDP, même s'ils ne s'expriment pas, mais quand même acquiescent, ce n'est pas des hommes de gauche qui devaient s'y opposer. Et quand j'entends les propos du secrétaire général du PPACI, je tombe des nues. Je tombe des nues et je me demande qu'est-ce qui pourrait bien justifier. En substance, qu'est-ce que vous avez retenu de ces propos? Qu'est-ce que j'ai retenu de ces propos? Blé Goudé aurait fait un deal encore pour avoir son passeport. Je vais me demander, est-ce que lui, Damanan Picasse, a fait un deal avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Je crois que nous sommes dans un élan de réconciliation des fils du pays. Chacun est parti à un moment en exil. Chacun en est revenu. Chacun est heureux de regagner son pays. Et je crois que nous devrions être heureux et accueillir Charles Blé Goudé. Quand il arrivera ici, c'est un président d'un parti politique duquel on n'est pas membre. Nous sommes donc opposés chacun dans l'opposition et on espère que dans cette opposition, on pourra avoir l'union nécessaire pour un matin dire au RHDP au revoir et reprendre les rênes du pouvoir. Et tant qu'on ne sera pas capable de créer cette union et cette synergie dans l'opposition ivoirienne, et je ne vois pas les chances persistantes de... Je vous prends au mot et j'essaie de vous paraphraser. On a l'impression que ce qui vous divise au sein de l'opposition ivoirienne est plus fort que ce qui vous unit finalement. C'est ce qu'on pourrait dire finalement nous-mêmes. On se demanderait, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous divise tant? Qu'est-ce qui nous divise tant avec cette dernière sortie du secrétaire général du PPACI? Qu'est-ce qui nous divise tant? C'est à vous qu'on pose la question. Si vous nous la posez, évidemment, on ne saurait pas répondre. C'est parce qu'on n'y comprend rien, finalement. Madame Johanna Ndiakra, comment vous réagissez à cette question? Nous, au PDCI, nous sommes contents qu'un Ivoirien, un fils du pays, puisse revenir dans son pays d'origine. Charles Blé Goudé est un homme politique ivoirien, un acteur politique ivoirien important de la scène publique. Et nous saluons le fait qu'il puisse revenir prendre toute sa place sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur, la question qu'on se pose quand on vous voit, vous, jeune leader politique, évidemment, vous êtes censé remplacer l'actuelle classe politique dans les années à venir ou dans un court ou un moyen terme. On ne vous sent pas vouloir occuper les premiers plans.
En tout cas, du côté du PDCI-RDA, on a entendu parler de jeunes frondeurs ces dernières semaines, ces derniers mois, qui veulent de plus en plus occuper de la place, avoir leur place à la lumière. Comment les choses se passent aujourd'hui? Comment voit le parti d'Henri Konan Bédié aujourd'hui? Le parti, le PDCI se porte très bien. J'en veux pour preuve les récentes tournées sur les délégations sur toute l'étendue du territoire national. Donc, avec ces tournées, nous avons pu voir que le parti est bien implanté du nord au sud et de l'ouest à l'est du pays. J'en veux pour preuve aussi que nos adversaires politiques, suivez mon regard, ont repris notre idée et à leur tour fait des tournées politiques. Vous faites allusion à qui? Au RHDP? Bah dites-le, si c'est le cas. Allez-y, poursuivez. Et je voulais vraiment dire que le terme fronde, il n'y a pas de fronde au PDCRDA. Le terme frondeur est galvaudé. Il n'y a pas de fronde, je voudrais bien préciser. Qu'est-ce qu'il y a alors? Ces jeunes qui donnent de la voix pour réclamer... Il y a une exaltation de la démocratie au PDCRDA. Aucun parti politique de Côte d'Ivoire n'accepte que des jeunes attirent l'attention, s'expriment de cette sorte-là envers la direction de leur parti. Mais nous, au PDCI-RDA, nous sommes un parti de dialogue, un parti politique où on prône la paix et nous acceptons cela. Les jeunes, moi je suis jeune, nous avons juste soif d'un PDCI conquérant, nous avons juste une énergie qui est débordante et que nous souhaitons que les aînés aussi puissent nous aider à canaliser. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix est entendue? Bien sûr, j'en veux pour preuve ma présence ce soir. Je suis une femme. Je suis jeune, voilà, je crois que je suis la plus jeune. J'ai 32 ans, je suis la plus jeune et je viens parler ce soir pour le compte du PDCRDA. On est bien d'accord, mais moi je veux parler de votre voix qui serait entendue au sein du parti, au sein des grands rassemblements, des grandes rencontres statutaires du parti notamment. Mais bien sûr que notre voix est entendue. La direction du parti sait écouter sa jeunesse, elle sait la former, elle sait lui faire confiance. Très bien, oui. Oui, alors pour ce qui nous concerne à l'UDPCI, le parti ne s'est jamais porté aussi bien qu'aujourd'hui. Hein. La preuve, oui, je le dis très clairement ici. La preuve, les missions ont été diligentées un peu partout à l'intérieur du pays, des missions d'évaluation. Le PDCI-RDA réclame la paternité des missions qui se déploient sur l'ensemble du territoire. Nous ne sommes pas dans la musculation inutile. Nous sommes sur le terrain. C'est pas de la musculation inutile, c'est des faits. Nous avons fait des tournées en mars 2022. Nous sommes sur le terrain et près d'une vingtaine de délégations viennent d'arriver du terrain et les retours sont encourageants. L'UDPCI est plus dynamique que jamais. C'est vrai que, comme vous le savez, on a connu quelques scissions politiques, quelques schismes politiques, mais ça a renforcé la cohésion autour du leader du parti. Aujourd'hui, nous sommes plus forts que jamais. Et parlant de la jeunesse, si je suis sur ce plateau, c'est que le docteur Abdallah Albert Mabouitouakeus, qui met la jeunesse au centre du processus décisionnel, fait confiance à la jeunesse. Pour lui, la jeunesse est une force. L'inexpérience même est une force parce qu'elle prédispose à l'ouverture d'esprit, à la curiosité. Et il est dans un processus, une transition très claire de placer les jeunes du parti au centre de tout le processus décisionnel. La preuve, comme je l'ai dit, je suis ici et les jours à venir, vous verrez que la jeunesse sera au devant de la vie politique dans le parti. D'accord, c'est des expressions que nous, on a l'habitude d'entendre. Hein. Quand vous dites les jeunes sont placés au cœur des dispositifs des partis politiques, Madame Kra le disait, vous le dites également, on a l'impression que ce sont juste des paroles. Voilà. Les acteurs politiques principaux de la Côte d'Ivoire, je veux parler d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo, d'Henri Konan Bédié, cristallisent à eux seuls la vie politique ivoirienne depuis au minimum 30 ans. Et les acteurs autour d'eux n'ont pas forcément évolué. Il n'y a pas de jeunes de 32 ans, de 35 ans. Voilà. Donc vous qui êtes dans les partis politiques, finalement, à quand votre place au soleil? Ali, comment vous voyez que nous sommes en train de partir, de transcender la tripolarisation de la vie politique. Et en matière de jeunesse, Albert Mabouitouakeus a pour lui sa jeunesse et ses compétences transversales. Alors, parler de jeunesse, il est déjà jeune et il ne fait que tirer la jeunesse vers le haut. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il le réussit très bien. Lia? Sur cette question, parfois, je me dis, est-ce que les jeunes ne disent pas toujours, oui, on est mis au centre. Oui, au niveau du Front populaire ivoirien, pour le parti que je connais le mieux, dire que la jeunesse participe, c'est qu'elle participe effectivement. Et je pense que je suis membre, moi,
du secrétariat exécutif du Front populaire ivoirien, donc l'instance de décision du Front populaire ivoirien. Donc j'y porte la voix. Oui, vous y de êtes, la est-ce que jeunesse. votre voix compte? Oui. Oui, parce qu'il arrive parfois où je bloque des décisions. Et quand c'est dit, eh bien, il y a des gens qui nous suivent. Il y a des camarades qui suivent parce qu'on se dit que la jeunesse a une parole, et une parole qui doit prévaloir et qui, très souvent, prévaut. Notre voix compte au Front populaire ivoirien. Notre voix compte. C'est pourquoi le président du parti ne se donne aucun mal à nous envoyer partout où il pense que cela est juste d'être. Mais aussi pour que la voix compte, il faut qu'on vous fasse confiance, effectivement. Participer à des rencontres de haut niveau comme celle que nous avons eue avec le président de la République le 28 octobre 2021, ce n'est pas donné à tout le monde. Et chaque président du parti politique, notamment les anciens qui cristallisent depuis 30 ans, comme vous l'avez dit, la vie politique, la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire, aucun parmi eux n'a pris un jour un de ces jeunes et les envoyé à ces rencontres de haut niveau. Ce sont des rencontres de haut niveau. Et quand on dit haut niveau, c'est vraiment de haut niveau, parce que quand on en sort, on a la bouche cousue. D'accord. Charles Niaoré? Monsieur Ali, j'ai tout de suite écouté avec beaucoup d'attention votre question. Et je vous vois acquiescer. Vous avez cité... Vous voulez réagir, allez-y. Vous avez cité des leaders. Mais en même temps, c'est d'ailleurs pour cela que nous devons nous approprier donc, cette pensée du président Alassane Ouattara qu'il dit qu'il faut passer à une nouvelle génération. Est-ce que la nouvelle génération est prête? C'est ça la vraie question. La nouvelle génération, elle est prête au RHDP. À preuve, nous, je prendrai mon seul cas, je suis parlementaire du RHDP depuis 2 mandats. Je suis arrivé très jeune. Et quand vous regardez le gouvernement du président Alassane Ouattara, vous comprenez tout de suite que 70% de ce gouvernement est constitué de jeunes. Vous prenez le groupe parlementaire du RHDP à l'Assemblée nationale, 70 à 80% de ce groupe parlementaire est constitué de jeunes. Aujourd'hui, dans notre administration, de plus en plus, vous trouverez des responsables, des dirigeants qui sont jeunes. Et c'est pour cela que je voudrais inviter nos frères du PDC-RDA, nos jeunes du PDC-RDA, qui peut-être ne sont pas entendus ou écoutés au PDC-RDA, ou là-bas, pour être jeune, il faut peut-être avoir 50 ans. Non, il n'y a pas de jeunes qui ne soient pas écoutés au PDC-RDA. Nous voulons les inviter. Alors, on le laisse terminer. Nous voulons les inviter simplement à gagner la maison RHDP. C'est la maison, c'est là où le premier responsable, le président, met en valeur la jeunesse. Et nous disons qu'au RHDP, nous préparons déjà cette transition. Les jeunes, ils sont dynamiques. Les jeunes, ils sont nombreux à assumer toutes sortes de responsabilités dans ce pays. Pour répondre à votre question, M. Ali Diarra-Souba, je ne parlerai pas des autres partis politiques, mais au RHDP, nous avons une jeunesse responsable, consciente, qui sait se donner les moyens de venir après les aînés et qui a fait déjà la preuve de ce qu'on peut compter sur elle. D'accord. Baudouin Yapo? Bon, oui, je ne sais pas en quoi le RHDP peut copier en termes d'activité, en termes d'initiative politique sur le PDC-RDA. Le RHDP a assuré la continuité du pouvoir en 2020, a assuré la majorité parlementaire en 2021. Donc, dit que c'est sur le PDC-RDA que le RHDP serait en train de copier pour en quelle date, politique. en quel mois avez-vous fait vous tourner? Alors, je vous laisse terminer, puis... respecter donc la parole des autres. Je veux dire qu'en termes donc de la place de la jeunesse au sein de notre parti, bon, j'en suis une preuve palpable. Mon parti m'a fait confiance. J'ai été élu député suppléant à 25 ans en 2021, donc j'ai 26 ans maintenant. Et donc je suis à ce débat en tant que jeune de mon parti. Et dans l'appareil de l'État, on a encore donc la preuve que la jeunesse a toute sa place. Vous irez à la présidence de la République, vous avez le secrétaire général de la présidence qui est jeune, le ministre Mamadou Touré, les ministres Mamadou Touré, Hams sont jeunes. À l'Assemblée nationale, vous verrez mettre Abla Ben Meïté, qui est président de commission. Il est donc dans l'espace jeune. Donc vous voyez que notre parti donne toute la place à la jeunesse et nous aussi, donc nous prenons toute notre place. D'accord. Madame Johanna Kra, vous voulez réagir? Allez-y. Je voulais dire que nous sommes bien dans notre parti politique, le PDC-RDA. Nous avons entendu votre appel, mais nous y sommes bien. La jeunesse y est écoutée. Nous sommes un parti organisé. Il y a des voix aussi autorisées et des voix
pour que la jeunesse puisse s'exprimer. C'est dans le cadre de ces voix que la jeunesse s'exprime, parce que nous sommes une jeunesse responsable, une jeunesse formée. Qu'est-ce qui justifie? Mais pourquoi, Moi, j'ai envie de pourquoi tant de demander, bruit? Non, enfin, monsieur, s'il vous plaît, on va rester courtois. Lia Ferdinand, vous voulez réagir? Oui, j'avais voulu demander parce que ce bruit m'a inquiété. Au PDCI-RDA, on ne nous dit pas encore pourquoi est-ce qu'il y a eu ce bruit. Parce que nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la jeunesse... Il y a eu un moment où la jeunesse s'est levée contre le président. C'est levé... Non, la jeunesse ne se lève jamais contre le président Henri Konan Bédié. La jeunesse dialogue avec le président Henri Konan Bédié. Qu'est-ce qui a valu votre présence dans la presse avec tout ce bruit qu'on a entendu? Parce que pour nous, si la jeunesse dialogue, il n'y aurait pas eu de bruit face à ce doyen de 93 ans quand même. C'est ce que je dis, s'il y avait du dialogue, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc il faut avoir le courage de le dire. Au moins, dire qu'on ne veut pas que le président Henri Konan Bédié soit candidat au congrès de 2022 qui est en train de s'approcher. Si vous nous dites ça, au moins, on aurait su déjà, que... il n'y a pas de... Non, il y a le congrès... Oui, mais il y a un congrès prévu. Oui, laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Au congrès 2022, le président Henri Konan Bédié a déjà été vraiment... Sa candidature a été vraiment adoubée. Lors des dernières tournées, il y a eu des motions de soutien vraiment pour la candidature du président Henri Konan Bédié. Donc il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. D'accord. Réaction? Ouais, c'est cela justement. C'est parce qu'il y a eu au PDCI des jeunes qui ne veulent plus de cette candidature. Parce qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut que le président Henri Konan Bédié sache se retirer. Ce n'est pas exact du tout. Qu'il sache se retirer. Les jeunes qui se sont exprimés, c'était pour réclamer le bureau politique et le congrès. C'était pour réclamer le bureau politique et le congrès. Il y a ce qu'elle indique, elle semble ne pas être d'accord avec ce que vous dites. Parce que j'ai les vraies informations. Les informations, c'est que les jeunes demandent la tenue du bureau politique et du congrès. Il n'a jamais été question de la candidature du président Henri Konan Bédié. OK. Merci. D'accord. Oui, on va s'y arrêter là. Alors, Boumi, pour ce qui nous concerne, à l'UDPCI, en tant que parti d'opposition, il n'est pas dans notre intérêt de voir un parti s'entre-déchirer. Donc, nous en appelons à... est fort et galvaudé. Oui, avec quelques déclarations tapageuses, ce n'est pas véritablement fait pour la cohésion. Vous faites allusion à quelle déclaration tapageuse? Des jeunes du PDCI, tout ça. Donc, mais lesquels, soyez précis? L'UDPCI privilégie plutôt la cohésion au sein du PDCI. Au sein du PDCI, parce que l'opposition doit marcher dans la cohésion pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État en 2025. D'accord. Et autour du projet du docteur Abdallah Albert Mabetouakes. D'accord, vous êtes déjà en 2025, vous, hein? Oui, nous sommes déjà à la tête et déjà dans... Très bien. Ibrahim Dubois-Touré, réaction? Oui, je voudrais dire qu'au niveau du COJEP, la jeunesse a une véritable place. Notre président même est jeune et il a affiché déjà son ambition. Voilà, il est prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'il sera vraiment dans la nouvelle génération la véritable alternative pour la jeunesse ivoirienne. Et nous pensons que tous les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui doivent se tourner vers Charles Blé Goudé parce que quand on regarde le paysage politique aujourd'hui, après le président Alassane Ouattara, après le président Laurent Gbagbo, après le président Bédié, je vais dire, après certains leaders, le jeune qui, en tout cas, peut rassembler tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé et il est prêt. Donc la jeunesse est sur le terrain, la jeunesse est là. Et nous aussi qui sommes avec Charles Blé Goudé, pour l'accompagner, nous préparons, nous sommes aussi prêts. Moi, j'ai été candidat, c'est vrai, malheureux aux élections législatives dernières. Mon parti ne m'a pas refusé cela. En tant que je me suis présenté avec mon frère Lia Ferdinand. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais nous pensons que la prochaine fois, ça va marcher. Donc, au niveau du COJEP, le débat a lieu. Voilà, les jeunes ont une place. Et puis, Charles Blé Goudé encourage ça. Parce que lui-même, vous savez qu'il a commencé la politique très jeune. Donc, il ne peut qu'encourager la jeunesse. D'accord, très bien. Messieurs, on va poursuivre le débat. Ce sera juste après cette courte pause. Le plateau de NCI 360 et ce soir nous avons en plateau des jeunes leaders politiques ivoiriens issus de plusieurs partis politiques, notamment du FPI, du COJEP, du RHDP, du PDCI-RDA et de l'UDPCI. Monsieur, la question que j'ai envie de vous poser à cet instant du débat, c'est de savoir comment vous, jeunes leaders politiques, vous projetez dans l'avenir. Baudouin. Je suis membre d'un parti politique et j'y milite. Je prends toute ma place. J'ai été élu donc. Est-ce que vous avez l'impression, la question est valable pour vous, mais pour tout le monde, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une influence positive
sur les jeunes de votre pays? Parce que quand on fait de la politique, on aspire évidemment à gérer les affaires de la cité, mais on est censé avoir une incidence positive, une influence positive sur les jeunes. Oui, nous avons toute notre place, mais ce n'est pas à nous de dire que nous avons une influence sur les jeunes. C'est donc aux jeunes de déterminer, de nous dire quelle est donc notre influence politique. Mais en tout cas, nous avons toute notre place, nous jouons notre rôle de militants politiques pour le moment, et je pense que notre parti nous fait confiance et que nous pourrons donc évoluer, donc gravir les échelons pour assurer donc de lourdes responsabilités si un jour besoin sera. Charles Niaouré, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez à votre actif 2 mandats parlementaires. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une influence positive sur les jeunes qui vous suivent? Est-ce que vous donnez l'envie à d'autres jeunes de faire de la politique? Est-ce que vous êtes un exemple dans la société aujourd'hui? Je ne peux pas moi-même me porter un jugement, mais je pense que... Vous pouvez peut-être porter un jugement sur d'autres jeunes leaders politiques, par exemple. Je dis simplement qu'un jeune marche selon son dirigeant, surtout en politique. Aujourd'hui, nous, au RHDP, nous voulons ressembler au président Alassane Ouattara et nous travaillons donc à cela. C'est pour cela que nous pensons que dans notre façon de faire, dans notre comportement, nous devons pouvoir emmener cette jeunesse, la jeunesse ivoirienne, à beaucoup plus de responsabilités. Comment? La responsabilité pour nous, elle est d'abord dans le mental. Il faut qu'on comprenne qu'en même temps qu'on veut prendre la place des aînés, il ne faut pas donc les brusquer, il ne faut pas les vexer. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons que quand on appartient à un parti politique, il faut se conférer à sa discipline. Nous, au RHDP, nous partageons la vision et les ambitions du président Alassane Ouattara. C'est pour cela que tout débat est mené dans un cadre politique, est mené de sorte à ce que, aux yeux de la communauté nationale et internationale, que tous comprennent que le RHDP est le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire, qui est le parti politique le mieux structuré, mais qui donne la chance aux jeunes d'avancer. Pour vous dire simplement que je ne peux pas dire que Charles Niaouré a une influence positive ou négative sur la jeunesse ivoirienne, mais j'ai bien envie de ressembler à Alassane Ouattara, de sorte à ce que la grande majorité des Ivoiriens reconnaissent en moi une valeur, reconnaissent en moi un exemple. Léa Ferdinand? Je suis particulièrement heureux, Diarra Souba, de rencontrer des jeunes qui me disent « Ah ouais, j'aime bien ta façon de faire. J'aime bien ta façon de faire. » Et la dernière en date, c'est un ami d'enfance qui est venu me voir à mon bureau et qui m'a dit « Je t'ai observé pendant 2 ans et maintenant ta façon de faire m'oblige à te rejoindre. » Cela dit, je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte parce que je me dis que je ne fais pas assez, parce qu'on ne me connaît pas assez, on ne me voit pas assez. Mais dans le secret, il y a des gens qui nous admirent et qui voudraient faire comme nous. Et ce comportement, comme Charles l'a dit, découle forcément de la démarche du leader avec qui l'on est. Avec qui l'on est. Et le président Pascal Affi-N'Guessan nous a enseigné en quelque temps une démarche pacifiste qui nous oblige à mettre au devant de nos différentes actions le dialogue et le verbe. Et c'est par le dialogue et le verbe, avec une tempérance absolue, que nous arrivons à impacter, parce que, bien entendu, il y a eu une époque où les jeunes ont voulu ressembler à Hercule et à Badarus, et il y a l'époque que nous sommes en train de vivre, où les jeunes ont envie d'être dans une certaine sobriété, impacter la vie politique ivoirienne. Et c'est dans cette démarche-là que je suis, et je sais que beaucoup de jeunes l'admirent. Je vous prends au mot. Effectivement, dans ce pays, ces 30 dernières années, il y a des jeunes qui se sont illustrés avec un verbe qui n'avait pas de limite, avec une violence très poussée. Et on sait ce que ça a mené dans ce pays. Aujourd'hui, vous qui êtes des jeunes leaders politiques, on vous regarde et on vous attend au pied du mur. Docteur Boumi. Oui, on nous regarde, effectivement, on nous attend au pied du mur. Pour moi, les jeunes doivent occuper l'espace public. C'est très important. En faisant quoi? En menant des actions de sorte à favoriser davantage la cohésion, de sorte à faire en sorte que les aînés puissent avoir plus confiance aux jeunes. Les jeunes doivent occuper l'espace public, mais pas à n'importe quel prix. Il faut respecter les aînés,
il faut, pour être responsable dans l'action politique, il ne faut pas les brusquer. La jeunesse doit être élégante parce que l'avenir lui appartient effectivement. Parce que l'avenir lui appartient. Donc elle doit être élégante dans ses prises de décision. Il n'est pas du tout aisé ou il n'est pas du tout apprécié de voir des jeunes faire des déclarations au vitriol pour dénoncer tels agissements. Il faut privilégier le dialogue dans les instances décisionnelles des partis. Je crois que des leaders comme Abdallah Albert Makoutouake sont compris et ils donnent de plus en plus de la place aux jeunes. Les jours à venir, vous voyez que le parti va encore se métamorphoser pour mettre les jeunes au centre de tous les processus décisionnels du parti. Et donc, l'impact que les jeunes peuvent avoir sur la nation, ça va partir d'abord d'un verbe courtois, une jeunesse qui sait exactement ce qu'elle veut. Une jeunesse qui finit déjà les époques des jeunes poseurs de bâches et autres. Non, non. Vous pensez que c'est terminé, cette époque, vraiment? Non, mais il faut une conscience claire des jeunes comme nous pour impacter. Mais sinon, ça continue, hein, on est bien d'accord. Oh, à l'UDPCI, dans tous les cas, les jeunes sont au centre du processus décisionnel. Très bien. Jean Accra? Oui. Moi, je pense qu'à cette heure-ci, à l'heure actuelle, les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas forcément plus inspirés par les jeunes de la classe politique. C'est bien dommage et moi, personnellement, j'aspire à faire changer ça, à faire évoluer ça. Comme je le disais tout à l'heure, je suis une jeune femme, je suis sur un plateau télé, je m'exprime sur des sujets d'actualité et j'espère qu'en voyant ça, il y a des petites filles, des filles au lycée qui vont vont voir que c'est possible, qu'elles vont travailler pour cela. Parce que moi, je veux vraiment un retour des valeurs, des bonnes valeurs. Je veux vraiment un retour des fondamentaux dans notre pays. Le PDC-RDA travaille à cela. Le PDC-RDA travaille à attirer des jeunes vers notre parti. J'en veux pour preuve un récent séminaire que la JPDCI urbaine a fait à Beaunois avec pour thème le recrutement des jeunes majeurs. On a fait, à sortir de ce séminaire, un rapport avec des propositions pour la direction de notre parti. Donc on espère qu'on sera écouté sur ces points. Ibrahim Dubois. Alors, monsieur Ali Dirassoua, vous savez que les époques changent. Avant, on ne pouvait pas avoir un jeune de 28 ans ou de 26 ans qui avait un doctorat. Aujourd'hui, c'est possible. Il peut y avoir un jeune de 26 ans, de 28 ans qui a un doctorat. Donc, vous voyez qu'au niveau même de la jeunesse du COGEP, dans le bain de la jeunesse du COGEP, il y a au moins 4 jeunes de 26 ans qui sont doctorants. Ça veut dire qu'il y a une évolution même au niveau même du système mondial. Voilà, nous sommes à l'ère des TIC, tout va vite. Donc on ne peut plus réfléchir comme avant. Hier, si la jeunesse était une jeunesse de mobilisation, aujourd'hui la jeunesse allie mobilisation et proposition. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de poser une action au niveau du COGEP, lorsque un mot d'ordre est donné, on s'assoit, on analyse, on en débat, on cherche les tenants, les aboutissants avant d'agir. Et vous voyez que malgré l'absence de Charles Blé Goudé depuis 11 ans, nous sommes restés cohérents. Nous sommes restés intègres. Dans cette posture-là, beaucoup de jeunes peuvent aller dans tous les sens. Ils peuvent même abandonner les partis politiques. Mais nous sommes restés intègres, nous sommes restés fidèles parce que notre leader nous a enseigné la fidélité et l'intégrité. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes essaient de nous appeler. C'est-à-dire que les jeunes qui tapent à la porte du COGEP aujourd'hui sont nombreux. Parce qu'ils ont dit votre leader est cohérent. Et cette cohérence-là, on le voit dans la jeunesse du parti. Donc, pour dire simplement que nous savons où nous partons et nous pensons que la jeunesse a un rôle à jouer qui n'est plus un rôle de mobilisation, comme quelqu'un l'a dit, mais aussi un rôle de proposition. Quoique la mobilisation est importante dans la gestion des partis politiques. On est bien d'accord. Monsieur, autre chose qu'on reproche généralement aux jeunes leaders politiques ivoiriens, c'est la formation. Disons-nous-le. Est-ce que vous avez, vous-même, en ce qui vous concerne, vous pensez avoir la formation politique requise pour faire ce que vous êtes en train de faire, ou bien vous continuez votre apprentissage, ou est-ce que, de façon générale, vous êtes de ceux, vous partagez le postulat selon lequel les hommes politiques ivoiriens, les jeunes en particulier, ne sont pas formés, ils n'ont aucune formation. Je veux pour preuve beaucoup de jeunes qui disent être en politique, qui ont souvent des postes de responsabilité, qui n'ont aucune notion d'idéologie politique. Est-ce que vous partagez mon constat, Baudouin Yapo? Bien, constat, peut-être, mais en la réalité, tout un jeune qui décide de militer politiquement fait un choix selon l'idéologie que la formation politique en question porte.
Est-ce que vous avez l'impression, vous dites-moi, Oui. que les choix se font, les choix d'adhésion dans les partis politiques en Côte d'Ivoire, se font sur la base d'idéologie politique? Oui, je pense, sur la base d'idéologie politique, quand bien même il faut constater qu'il y en a qui sont faits sur la base un peu des fibres un peu identitaires ou ethniques. Moi, je suis issu d'une famille d'origine FPI. Je me suis construit donc une autre vision de voir les choses. Aujourd'hui, je milite donc au sein du parti RHDP. Donc, pour dire qu'on peut donc faire un choix selon l'idéologie, selon donc la vision de ce parti, et pour contribuer à développer donc son pays, parce que à la limite c'est l'intérêt du pays qu'il faut voir, c'est l'avenir du pays qu'il faut voir. Chez nous, au RHDP, nous sommes un parti libéral qui a des valeurs, qui a des fondements plus solides pour construire donc une Côte d'Ivoire plus libérale, une Côte d'Ivoire plus développée. C'est en cela que je crois. Donc je pense que même s'il y en a qui donc militent parce que leur père ou leur mère donc, est d'un parti politique, mais j'ai fait le choix donc, du RHDP et j'ai fait donc ma carrière. Charles? À côté de l'idéologie politique telle que dit par le frère Baudouin, il faut voir aussi la valeur du leader. Il ne faut pas qu'on se le cache. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes aussi en Afrique et plus souvent, c'est donc en fonction du leader que nous faisons un choix. C'est pour cela que pour nous, nous disons que la meilleure leçon que nous recevons au niveau du RHDP, c'est d'abord la vie du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, au niveau professionnel, chacun de nous connaît ses compétences. Au niveau des relations humaines, il y a pour nous tout un livre que nous voudrons bien connaître jusqu'à la dernière page. Et nous disons que c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a un déficit de formation au sein des partis politiques dans le cadre de la formation politique. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre formation politique, le RHDP, est en pleine restructuration. L'école du parti est créée. Bientôt, ce sera donc l'apprentissage pour ceux qui veulent bien adhérer au RHDP, ce sera l'apprentissage politique. Parce que le mal d'un militant, c'est de ne pas être formé. Lia? Merci. Les enjeux de la formation des leaders politiques, notamment ceux de la jeunesse. Une véritable nécessité que nous avons compris. Bien évidemment, on a fait le constat qu'il y a eu des responsables politiques véritablement qui présentaient des carences. Et au niveau du Front populaire ivoirien, cette année, le président a souhaité que s'ouvre l'école du parti et elle est ouverte. Et les consignes étaient claires. On ne peut pas être responsable du Front populaire ivoirien dans les 2-3 années à venir si on n'est pas passé par cette école. Si on n'est pas passé par cette école, si on ne connaît pas les fondements du socialisme, si on ne connaît pas même pourquoi est-ce qu'on est au FPI, il ne vaudrait pas la peine qu'on soit désigné responsable du parti. C'est parce que nous avons vu qu'il y avait un déficit. Et nous sommes en train d'y apporter une réponse véritable. Très bien. Docteur? OK, pour ce qui nous concerne, à l'UDPCI, nous sommes dans une dynamique très claire sous les auspices du secrétaire général du parti, M. Jean Beguirao, qui fait un excellent travail pour faire prévaloir la formation. Et à l'UDPCI, il y a l'école du parti qui donne véritablement de la formation aux jeunes. En ce qui concerne l'idéologie, l'UDPCI fait du libéralisme, mais pas à visage purement humain et social. Un libéralisme qui met l'homme et toutes ses valeurs au centre de toute préoccupation. Dit que la formation est une priorité. Le RHDP aussi revendique un libéralisme à visage humain. Et finalement, vous étiez ensemble, vous vous êtes séparés. Allons comprendre pourquoi il y a eu le divorce. Pourquoi il y a eu le divorce? Nous revenons là en 2019. Le divorce entre l'UDPCI et le RHDP, les causes sont très claires. Hein? L'UDPCI est un parti abonné au dialogue. Et quand dans le processus de désignation d'un candidat, alors on n'est pas associé comme il le faut, voyez-vous que nous ne savons pas quelles sont les motivations d'un tel choix. Et donc, l'UDPCI, contrairement à tout ce qui a été dit, ne s'est pas opposé contre le choix de M. Amadou Koulibaly, non.
C'est le processus de désignation qui a été vicié au départ. Et donc, c'est ce que nous avons reproché. Nous n'avons pas été contre la désignation d'un tel candidat, mais cela devait se faire dans le respect de l'autre. Nous étions des alliés. Cela devait se faire dans le respect de l'UDPCI. D'accord, on revient à la formation des leaders politiques. Oui. Vous avez terminé là-dessus? Oui, j'ai D'accord, très bien. Joanne Accra? Nous, au PDCI, on a coutume de dire qu'un militant mal formé est un danger pour son parti. Encore une fois, le président Henri Konan Bédié a eu le nez creux en tant que visionnaire et encore une fois, en étant en avance sur le RHDP, a mis en place, il y a quelques mois, l'Institut de formation politique au PDCI-RDA. Donc cet institut de formation politique est là pour former les militants, les jeunes militants, et aussi pour recycler aussi les aînés qui auraient besoin peut-être de certains rappels sur certains sujets. Au niveau de l'idéologie, notre idéologie au PDCI-RDA est que nous sommes un parti de centre droit. Au niveau économique, nous reconnaissons dans une économie sociale de marché, ce qui nous oppose au RHDP qui sont des ultralibéraux. Donc nous, au PDC, nous savons... Quoique vous aviez une alliance très forte, vous avez gouverné le pays ensemble. D'un point de vue idéologique, je répète, nous sommes un parti de centre droit. Merci. Je poursuis. Oui, bien sûr, allez-y. Et au PDCI-RDA, nous savons former notre jeunesse. Nous avons de nombreux cadres. Nous avons tout ce qui est de parcours professionnel. Nous avons vraiment des CV qui ne sont point à envier aux autres partis. Et nous mettons vraiment l'accent sur le recrutement de militants qui sont formés et qui ont vraiment une expérience professionnelle riche. D'accord. On termine avec le COJEP. Oui, je pense que c'est Thomas Grün qui disait dans l'un de ses livres que le leader, quand il a sa vision, il la peaufine d'abord avant d'aller vers le peuple. Il a comment? Il la peaufine d'abord. Il la peaufine, d'accord. Avant d'aller vers le peuple. Mais le peuple se choisit son leader avant de chercher la vision du leader. Et donc, il y a des jeunes qui viennent adhérer à des partis politiques parce que ces jeunes ont aimé le leader du parti politique. Il appartient maintenant à ces partis politiques-là donc de les former et de les envoyer à épouser l'idéologie. Parce que quelqu'un peut venir... Au COJEP, par exemple, il y a des jeunes qui viennent, on aime la façon de parler de Charles Blé Goudé, en tout cas, on l'apprécie. Ils viennent et c'est à nous maintenant de les former. Parce que nous, on a le code du parti. Depuis que le COJEP est devenu un mouvement politique, jusqu'à ce qu'il devienne un parti politique, il y a toujours le code du parti. Et à partir de l'école du parti, on forme nos militants. Voilà. Bientôt même, on va aller encore en séminaire de formation. Monsieur, un jeune leader politique est censé être formé, est censé être au parfum de l'actualité internationale. Ça tombe bien, on va la parcourir ensemble. On va aller du côté du Rwanda et du Congo, où il y a une tension en ce moment. Vous le savez, le gouvernement congolais ne décolère pas face au Rwanda, soupçonné de soutenir les rebelles du M23, des groupes armés qui sèment la terreur aux frontières des deux pays. La RDC a suspendu tous les accords signés avec le Rwanda après un conseil de défense aujourd'hui. Pendant ce temps, des milliers de Congolais sont dans la rue pour manifester leur colère contre le Rwanda. On suit ce sujet de Pierre Dipomelin et on vous entendra là-dessus juste après. Pancarte en main, bandeau rouge sur les têtes pour exprimer la colère contre Paul Kagame et le Rwanda, accusé de soutenir les groupes rebelles qui mènent des attaques régulières à l'est de la République démocratique du Congo. Ces manifestants congolais par milliers ont marché dans les rues de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Pour ces manifestants, il n'y a pas de doute. C'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est maintenant 20 ans le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état l'ennemi. Les Rwandais nous agressent et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec les Congolais. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent de dater autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. Je suis ici pour manifester que je suis en colère. Qu'on nous laisse entrer au Rwanda, nous n'allons pas nous battre, non. Nous voulons juste montrer à Kagame qu'il nous fait souffrir. À Beni, les Congolais sont massacrés et ici on veut nous terroriser. Nous disons non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Pour des Congolais, le ver est dans le fruit. L'armée congolaise serait infiltrée. Des infiltrés au service du Rwanda
et du M23. Notre gouvernement doit savoir que l'armée congolaise est infiltrée. Tous ces infiltrés doivent être chassés de l'armée et de la police. S'ils réussissent alors, la RDC aura la force de battre ces soldats rwandais qui nous font énormément souffrir. Dans la ville de Goma, les banques, stations-service, écoles, boutiques et autres commerces sont restés fermés. Rébellion à dominante Tutsi, vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021. Ce groupe rebelle reproche aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Monsieur, en tant que leader politique de jeunesse, comment vous réagissez à ce conflit entre le Rwanda et le Congo, Lia Ferdinand? Moi, j'ai regardé cette crise-là comme la crise palestino-israélite. Quoique, c'est un peu plus fort, hein? Oui, oh non. Ce qui se passe là, c'est un partage de territoire mal ficelé, c'est une frontière délimitée qui n'arrange pas un autre territoire, et puis on tombe dans le conflit et la recherche du territoire qu'on a perdu. C'est ce qui fait que cette crise entre le Rwanda et Kinshasa ou RDC est perdue. Ce que je souhaiterais, là j'entends le peuple congolais très ému qui s'exprime sur des sujets peut-être mal connus ou mal interprétés. Et quand je les vois, je vois la Côte d'Ivoire d'hier, où des Ivoiriens s'étaient mis dans la rue, parlaient à trucs. Mais je voudrais les appeler. Si les Congolais ou les Rwandais? Les deux peuples. Les deux peuples, les deux dirigeants, le président rwandais et le président congolais, qu'ils s'entendent sur cette partie du territoire, je ne sais plus à qui ça appartient, mais ça se trouve en RDC, et que le président rwandais, à son tour, aide son homologue congolais à chasser la rébellion du M23 qui sévit. Parce que si Kigali n'est pas derrière cette rébellion, il faut bien évidemment qu'elle aide la RDC à se défaire de cette rébellion. Aussi, il faut signifier que dans cette partie du territoire africain, il y a les forces onusiennes qui sont encore présentes au Congo, qui disent soutenir l'armée congolaise à combattre les rebelles du M23. Malheureusement, on n'y voit que du feu. Et il faut que les deux peuples puissent s'asseoir et discuter âprement, trouver une solution pour nous. D'accord, je veux préciser qu'il ne s'agit pas de territoire qui est réclamé par un peuple ou un autre, mais il s'agit plutôt d'une frontière où il y a des assauts répétés, des attaques... Ce que je dis, Ali, oui. Je ne dis pas que le Rwanda réclame un territoire. Je dis que ça vient de loin, la crise entre le Rwanda et le Congo. Parce que c'est un partage, justement. Il y a eu la délimitation des frontières qui, aujourd'hui, est la cause lointaine de cette crise. D'accord. Oui, docteur Bouméa, allez-y. Ok, je veux dire que pour nous qui sommes Ivoiriens, pour un pays qui a connu des ordres rébellés, des mouvements insurrectionnels qui, semble-t-il, étaient adossés à un pays de la sous-région, quand on voit ce qui se passe dans l'est de la RDC, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais quelles sont les solutions que vous proposerez, vous, en tant que politique, pour éviter que le conflit s'enlise? Il faut que Kigali et Kinshasa s'asseyent et aient un dialogue direct. Un dialogue direct parce que, rappelons-nous, le M23 a déjà pris la ville de Goma en 2013. Et l'hydre M23 revient. Et ça fait beaucoup d'atrocités dans cette partie de la République. C'est vrai que le M23 est une rébellion constituée de la minorité Tutsi à l'est de la RDC, mais il faut s'asseoir et discuter. Donc nous privilégions le dialogue. Il faut que le dialogue soit direct. Et il faut aussi que la MONUSCO, qui est en RDC, joue aussi son rôle. Parce que c'est la plus grande mission onusienne dans le monde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait quand on regarde les violations constatées ici et là? Donc, il faut véritablement engager le dialogue et il faut que la MONUSCO joue le rôle qui est le sien. Très bien. Autre réaction? Je dirais... Oui, Charles Niaouré. Charlie, je dirais simplement que la solution
dans cette crise ne doit pas seulement venir des Congolais et des Rwandais. Je crois que ce sont deux grands pays et cela doit compter pour nous tous. C'est pour cela que je voudrais inviter l'ensemble des chefs d'État africains, de l'Union africaine, à s'intéresser à cette crise de sorte à ce que cela ne s'enlise pas. Aujourd'hui, pour nous qui avons donc connu cette décennie de crise, qui aujourd'hui retrouvons la stabilité et le développement voulus par tous, nous pensons qu'il y a des frères à aider, à trouver une solution. Et mon plaidoyer, c'est que maintenant, les chefs d'État de l'Union africaine s'approprient donc cette question et que le plus tôt possible, on puisse trouver une solution entre ces deux chefs d'État qui, il n'y a pas bien longtemps, se sont retrouvés, qu'on a vu main dans la main. Je dis que je suis surpris qu'une nouvelle situation telle que celle que nous voyons arrive, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas bien longtemps, les deux présidents étaient encore côte à côte, main dans la main, parlant de paix et de développement de leur nation. Très bien. Autre actualité à l'étranger, chers invités, le Burkina Faso cette fois-ci, le récit glaçant des témoins de l'attaque qui a fait 79 morts dans l'est du pays samedi. Les rescapés, encore sous le choc, racontent leur solitude face aux terroristes. Le récit de Pierre Dipomelin. 79 morts, c'est le bilan officiel, mais qui pourrait s'alourdir au regard des nombreux blessés. Selon les rescapés, le carnage a commencé samedi, en fin de journée, dans cette ville du nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres du Niger, dans une région régulièrement meurtrie par ce type d'attaque menée par un groupe d'affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, EI. Une déplacée qui a requis l'anonymat raconte. C'est tellement grave, c'est très très grave, on ne peut même pas expliquer. Je ne peux même pas m'exprimer. Tout le monde est foutu. À Setenga, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils ont dépouillé les maisons, ils ont fouillé tout. Ils ont toutes les hommes qu'ils ont trouvés. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas homme. Tout celui qu'ils trouvent là, ils tuent seulement. Ils tuent. Ils ne demandent pas si tu es un enfant ou bien si tu es grand. On tue seulement. Même si tu boucles la maison, il fait tout pour ouvrir la porte, tuer les enfants, les hommes. Dans les boutiques, ils ont cassé, ils ont pris les matériels, ils ont fait... Je ne sais même pas. Il y a tellement de morts, plus de 100 morts. C'est grave, c'est tellement grave à Setenga. Il faut que le gouvernement revoie. Sinon, Setenga, c'est pas Setenga encore. Des témoins accusent les forces de défense d'avoir décampé après la perte au combat d'une dizaine d'éléments. Nous sommes tristes de ce qui s'est passé dans notre commune. Tout récemment, il y a eu une attaque qui a été menée contre les FDS de la commune de Setenga et il y a eu 11 tombés que nous déplorons vraiment. Mais le lendemain, à la levée des corps, quand ils sont venus pour récupérer les corps, les FDS ont pillé bagages et rentré et d'autres personnes ont suivi. Et ceux qui sont restés le lendemain, les Anis sont venus prendre des positions, encercler le village et tuer toutes les personnes, en tout cas qu'ils avaient eu. Et ouvrir même souvent les portes pour rentrer et en tout cas exécuter. Nous sommes dans le désarroi. À Dori, ici, nous n'avons pas où loger, nous n'avons pas quoi manger et nous ne savons même pas quoi faire. Voilà, donc ce qu'on a à demander, c'est dans l'urgence si possible, de nous permettre, de nous aider à regagner notre village, parce que quoi qu'on dise, chez quelqu'un ne sera jamais comme chez toi. Ces régions, frontalières du Mali et du Niger, sont les plus touchées par la violence djihadiste. On estime que depuis 2015, les attaques ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés au Burkina. Après le renversement du régime par les militaires, les populations qui avaient applaudi la chute de Christian Roch Kaboré s'interrogent face à l'escalade des attaques djihadistes dans le pays. Et justement, à leur prise du pouvoir au Burkina Faso, les autorités actuelles de la transition avaient indiqué que justement le pouvoir a été pris pour mettre fin au désastre sécuritaire, mais on a bien l'impression, quelques mois après, que les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Quelle analyse faites-vous ? Alors, comme quoi le coup d'État n'était pas la solution. Il y avait une solution ailleurs qu'il fallait trouver. Mais au-delà de ça, je veux dire que ce terrorisme, ça menace toute la sous-région.
Parce qu'il y a eu récemment, je pense, au Bénin, et en Côte d'Ivoire, nous avons connu, dans la ville de Kafalo, nous avons connu aussi une incursion terroriste. Je pense que les États frontaliers devaient se mettre ensemble, mettre en place une armée commune pour faire véritablement face à cette avancée terroriste, qui est une menace pour tous les pays de cette région. Donc je veux présenter mes condoléances à tous ceux qui ont trouvé la mort lors de ces attaques au Burkina et demander vraiment aux chefs d'État de tous ces pays-là, de l'Afrique de l'Ouest, de faire en sorte qu'on ait une armée commune pour arrêter ce... Johanna ? Oui, effectivement, déjà une pensée pieuse vraiment pour tous les morts qu'il y a eu dans le cadre de ces terribles attaques. Et nous appelons vraiment une décrispation vraiment de la situation au Burkina, avec lequel nous partageons une frontière. Donc tout ce qui touche le Burkina Faso nous touche. La déstabilisation du Sahel aussi n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous appelons aussi à une mutualisation aussi, vraiment politique et militaire, pour qu'on ait vraiment un réel impact sur le terrain. Docteur Kevin Bomi ? Oui, Ali, c'est vraiment l'horreur qui fait de cette partie du Burkina une véritable capitale de la douleur. Mais passer l'émotion, il faut se poser de bonnes questions pour pouvoir cerner le phénomène du terrorisme. Qui arme les terroristes? Qui fait la fourniture de carburant aux terroristes? Quelles sont les capacités opérationnelles et militaires de ces terroristes? Alors, pour pouvoir cerner ce phénomène-là, il faut se poser de très bonnes questions. Et tous ces éléments, il faut véritablement faire des colloques, donner des pistes d'indication pour d'abord connaître ces terroristes-là. Et aujourd'hui, je dis que le régime, la junte au pouvoir au Burkina est plutôt face à ses responsabilités. Voilà. Comme il a dit, comme mon ami l'a dit, le coup d'État n'était pas une solution. Ce sont les militaires qui ont les manettes du pouvoir. Et c'est à eux de trouver une solution. Mais pour ce faire, il faut privilégier l'aspect réflexif. Il faut réfléchir aux capacités des terroristes pour pouvoir lutter efficacement. Et aussi chercher à mettre en place une armée commune au niveau sous-régional pour essayer d'endiguer ce phénomène-là. Très bien. Réaction, Lia ? Oui. On ne le dira pas assez. Les coups d'État sont de fausses solutions à de réels problèmes. Et c'est ce à quoi fait face aujourd'hui la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, qui avait mal apprécié la situation de Al-Qaïda et de l'État islamique et qui ont mis dehors Roch Kaboré et toute son équipe. Aujourd'hui, ils sont face à une responsabilité telle qu'ils croyaient qu'il suffisait d'une simple volonté et que les djihadistes et l'État islamique se seraient ventilés. Malheureusement, ils se retrouvent en face de difficultés réelles, tant matérielles qu'humaines. Parce que l'armée burkinabé n'a pas seulement les hommes formés réellement à combattre les djihadistes, elle n'a pas le matériel nécessaire pour maintenir une position militaire. Et aujourd'hui, c'est le drame. Il faut que rapidement, j'allais dire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, se saisissent du dossier et prennent toutes les responsabilités pour que la junte militaire au Burkina Faso dégage. Très bien. Charles ? C'est là qu'il faut saluer le charisme du président Alassane Ouattara. Parce qu'à la vérité, je suis de ceux qui pensent que ce qui peut contraindre les terroristes à reculer, c'est, comme l'a dit Lia, c'est de pouvoir doter nos amis d'hommes compétents, mais aussi renforcer l'armement de nos différents amis. Aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu à Bassam et à Kafolo, nos dirigeants ont vu la menace venir et tout de suite, des dispositions ont été prises en termes de rajeunissement de l'effectif, en termes de formation et en termes d'équipement. Et jusqu'à là, nous vivons dans une situation assez paisible. C'est pour cela qu'il faut encourager nos gouvernants à investir dans notre armée. Je crois que toutes les grandes nations ici au monde, pour qu'elles soient solides, se sont dotées d'armées professionnelles,
à même de contrer donc toute éventualité d'attaque. Et dit que c'est quand même désolant. C'est tragique donc de voir des pays frères vivre donc ces tragédies. Mais nous pensons que c'est là que la Côte d'Ivoire doit travailler à ce que nous n'ayons pas d'apprentis dirigeants à la tête de notre État. Parce que c'est comme ça. Quand vous avez à la tête de votre État des hommes et des personnes qui n'ont pas le charisme, qui ne savent pas cerner les choses, c'est ce qui arrive. Des militaires qui étaient censés être au front ont pensé et ont dit qu'ils n'avaient pas l'armement nécessaire, ont eux-mêmes pris le pouvoir et la situation perdue, c'est tragique. Baudouin? Bon, oui, la Côte d'Ivoire est tout aussi éclaboussée par le terrorisme. En plus de l'efficacité donc de l'action militaire, qui est donc constatée ici sur ce plateau, il y a aussi l'action sociale que le gouvernement a initiée dans le nord du pays. Il faut donc saluer cette initiative parce qu'il n'y a pas que donc l'action militaire. Ce qui fait l'expansion du terrorisme, c'est que il y a donc les populations qui sont vulnérables, qui sont donc socialement défavorisées. Et quand les terroristes arrivent, ils proposent donc du mieux-être donc aux populations qui acceptent. Et donc, cela fait répandre donc l'action terroriste dans la sous-région. Mais la clairvoyance du président Alassane Ouattara a fait comprendre qu'au-delà de l'action militaire, il faut prioriser aussi l'action sociale. Et c'est ce qui donc, a occasionné le programme spécial du Nord, qui est en train d'être exécuté avec le financement dans des projets des jeunes, avec des constructions d'infrastructures. Et donc, c'est ça l'action aussi sociale du gouvernement qu'il faut saluer contre le terrorisme qui éclabousse toute la sous-région. Pour ainsi dire que la réponse au terrorisme n'est pas seulement militaire, elle est aussi sociale. Messieurs, madame, dans cette émission, il y a ce qu'on appelle les cartons de la semaine. Ce sera juste après ceci. Léa Ferdinand, vos cartons. Merci Ali. Pour cette semaine... Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Ok, je voudrais donner déjà un carton vert au gouvernement Patrick Hachi pour la mobilisation de plus de 15 milliards de francs CFA. 15 000 milliards de francs CFA pour le PND 2021-2025. Dans le cadre du groupe consultatif. Voilà, dans le cadre du groupe consultatif. J'espère que ces fonds mobilisés vont donner un souffle au peuple de Côte d'Ivoire, surtout dans le volet social. Un carton vert aussi au président Affi N'Guessan qui multiplie les actions de solidarité dans sa région, dans le Moronou, des actions de solidarité et de développement. D'accord. Pour cette semaine, oui, je n'ai ni carton jaune ni carton rouge. Très bien. Docteur Kevin Boumi. Alors, carton rouge déjà au gouvernement qui, ma foi, tarde à prendre des mesures solides pour soutenir le consommateur final, pour soutenir les ménages à faire face à la flambée des prix. Carton vert au secrétaire général de mon parti qui fait un excellent travail. Et carton jaune aux acteurs du transport qui, malgré le financement, les subventionnements du gasoil, ne font que faire grimper les prix du transport. Johanna Ndiakra, vos cartons. Oui. Donc, carton vert pour le président de mon parti, son Excellence le président Henri Konan Bédié, pour sa recherche perpétuelle de paix pour notre pays et sa culture du dialogue. Carton jaune pour les 15 000 milliards qui ont été levés par le gouvernement. Nous espérons que l'usage que de cet argent vraiment bénéficieront aux Ivoiriens pour mieux les loger, pour mieux les nourrir et pour une croissance plus inclusive. Et carton rouge pour les prisonniers politiques, encore en Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'ils soient libérés. On a bien enregistré vos cartons. Allez-y. Carton rouge pour tous ceux qui font le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Carton vert pour le président de la République qui a donné instruction à son chef de cabinet de recevoir la haute délégation du COGEP pour préparer ensemble le retour de notre leader, le président Charles Blé Goudé. On poursuit, Baudouin. Oui, je dirais carton... Vous avez déjà un verre en main? Oui, je dirais carton vert pour le gouvernement Patrick Hachi qui a pu donc mobiliser un fonds à hauteur donc de
de 15 000 milliards pour le financement donc, du PND. Cela s'inscrit donc dans la vision du président Alassane Ouattara, avec son programme intitulé La Côte d'Ivoire solidaire, avec de lourds chantiers tels que l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, l'emploi des jeunes, les infrastructures donc, à construire, donc pour le bonheur des Ivoiriens. Encore carton vert pour le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui, au cours d'une mission de travail en France, avec l'Agence française de développement, a su donc mobiliser 53 milliards dans le cadre donc, de la troisième phase du contrat de désendettement. Le C2D. Le C2D donc, qui va favoriser le financement des projets des jeunes et aussi dans le service civique en Côte d'Ivoire. Et puis bon, carton vert encore pour NCI qui donc fait confiance donc, à notre jeunesse. Et moi-même, je suis donc un exemple palpable puisque je suis un habitué du plateau. C'est cela. Même si ceux donc, me connaissant découvrent que le site de coiffure a carrément changé. A beaucoup évolué, disons-le comme ça. Évolué. Cela répond à une exigence de formation administrative à laquelle donc, je me suis conformé en tant que bon élève, bien sûr. Cela. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Charles Niaoué, je crois que... Un carton rouge à vous-même, peut-être? Carton rouge à toutes ces personnes qui refusent de quitter les zones à risque en ce temps de pluie. Et malheureusement, ce sont encore des pertes en vie humaine. Très bien. Merci. Carton vert à vous, madame, messieurs, d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être venus faire le débat sur le plateau de NCI 360. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes qui nous avez suivis. Merci pour vos contributions à travers tous les commentaires que vous avez postés tout le long de cette émission. Merci et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain.